Bienvenue dans C'est quoi sa vie, le podcast où l'on s'arrête pour écouter ceux qu'on croise tous les jours sans vraiment les connaître. Je m'appelle Noé et ensemble nous allons découvrir les histoires, les choix et les rêves de celles et ceux qui façonnent notre quotidien. Dans ce deuxième épisode, vous allez rencontrer Marie-Claire, 73 ans, retraitée, mon autre grand-mère. Avec ces deux premiers échanges, je voulais aussi garder une trace de leur vie en espérant qu'elle puisse aussi vous inspirer. Je vous laisse découvrir le parcours et l'histoire de Marie-Claire. Bonne écoute. Bonjour mamie. Bonjour Noé. Je suis très heureux de te recevoir. Je reprécise que tu es une de mes deux grand-mères, ma grand-mère maternelle. Et aujourd'hui, on va parler de ta vie qui a été riche en plein d'histoires et d'expériences. Déjà, la première question que je pose à tout le monde, si tu devais définir ta vie en une phrase, est-ce que tu aurais une idée de ce que ça pourrait être ? C'est des hauts, des bas. Des hauts et des bas. Oui. Avant de rentrer du coup plus dans le détail de ta vie, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les gens qui t'écoutent ou te regardent et qui ne te connaissent pas ? Alors, j'ai 63 ans, j'habite à Châtillon-sur-Seine en Côte d'Or, nord de la Côte d'Or. Je suis né en Haute-Marne. Je suis l'aîné d'une fratrie de 6 et j'ai 5 petits frères qui ont une tête de plus que moi. Et t'es la seule fille, la seule seule femme fille. là-dedans. Je suis né dans une ferme qui était un ancien orphelinat. Donc la maison était très grande puisque j'ai appris à faire du vélo dans les couloirs de la maison. Voilà, donc transition toute trouvée. Sur la première partie qu'on va aborder, est-ce que tu peux nous parler un peu du contexte familial dans lequel tu as grandi, où est-ce que tu as grandi, comment ça s'est passé, ton éducation, quelles valeurs t'ont inculqué tes parents à cette époque-là, du coup, début des années 50, enfin années 50 ? 51, je suis né en 51. 51, donc mon père s'était installé dans la ferme 2 ans avant. C'est une ferme qui appartenait à l'évêché de Langres. Donc c'était un ancien orphelinat, donc elle était en assez mauvais état. Il a fallu qu'il la remette en état. Et maman était mère au foyer, avec une multitude de volailles, de poules, de lapins. Notre grand plaisir, c'était de ramasser 100 œufs dans la journée. C'était le défi à chaque fois. Donc, Bon, il y avait c'était pas beaucoup un de poules pour défi, avoir ça 100 dépendait œufs. des saisons, mais oui, voilà. Ça avait beaucoup de Quand poules. avec mon frère, on arrivait à ramasser une centaine d'œufs, on était Ça faisait beaucoup d'omelettes. contents. Oui. Beaucoup d'œufs. J'allais à l'école du village. Au début, on m'emmenait. À cette époque-là, il n'y avait pas de maternelle, donc je suis entré au CP à 6 ans. Et comme il y avait quelques kilomètres entre la ferme et le village, souvent on déjeunait chez des gens du village. Voilà. D'accord. Et il y a eu des moments où j'y suis même allé à pied. Ok. Il y avait combien de kilomètres ? De 3 kilomètres par là, je crois. Et à 6 ans, tu y allais à pied Non, pas au Ah, début. Après, après. oui. Mais on traînait pas mal avec mon frère. Notre grand plaisir, c'était de boire dans le ruisseau. Et t'étais quel type d'élève à l'école ? Bon, j'étais assez sage, je pense, attentive. Bon, j'aimais aller à l'école, mais c'est vrai que comme on parle beaucoup de harcèlement à l'heure actuelle, mais je peux dire que quelque part, on a été harcelé parce qu'on habitait la ferme. Ah oui. Donc on était un peu, voilà. Ouais, c'était un peu les C'était les paysans, quoi, un peu difficile par rapport aux gens du village. Enfin, Ouais. certaines personnes du village. Ok. Voilà. Ah oui, ça se ressentait déjà beaucoup à cette époque-là. Ah oui, ça se ressentait, oui. Et même vis-à-vis de tes frères, etc., vous avez été... Surtout mon frère qui vient juste derrière moi, puisqu'on allait à l'école ensemble, on avait 2 ans d'écart. Ouais. Et du coup, comment, avec tes 5 frères, du coup ? Alors, en fait, quand j'étais en Haute-Marne, on était 3. Le 4e est né la dernière année de Haute-Marne. Ah oui. Et puis, à un moment, la ferme a été vendue, mes parents n'ont pas voulu la racheter. Donc, on est venu en Côte d'Or, à côté de Beaune. Et donc, on était 4 à ce moment-là. Et il y en a 2 autres qui sont nés. Enfin, un quand même à Langres, parce qu'il a fait les siennes. Il est né un jour qu'on allait voir ma grand-mère à Langres. Et l'autre qui est né à Beaune. Voilà. Ok. Donc j'ai fait mon primaire en partie en Haute-Marne et puis la dernière année à Nantou, puisque c'est le village. Voilà. Vous aviez quelle relation avec tes frères en grandissant ? On s'entendait bien. Bon, si tu veux, moi j'ai été très déçu quand mon 4e frère est né, parce qu'il n'y avait pas d'échographie à l'époque et le médecin avait dit à un moment que c'était une fille. Donc moi j'attendais une petite sœur. Il est né, comme j'ai dit tout à l'heure, alors que c'était pas prévu, qu'on était en Haute-Marne chez ma grand-mère, et papa est venu me dire, t'as encore un petit frère, donc là j'ai pleuré. Par J'ai contre, connu le ça dernier, aussi. c'était l'année où je passais mon brevet, on m'a dit, qu'est-ce que t'aimes mieux, un petit frère et le brevet, ou une petite sœur et pas le brevet? J'ai dit, j'aime mieux un petit frère et le brevet, j'ai eu les 2.
Donc, voilà. Et donc toi, t'es l'aîné de cette famille-là, Oui. de cette fratrie-là. Euh, comment... Je ne jouais enfin, pas beaucoup à la poupée. ah oui? Non, T'étais ben, plutôt bah, à t'occuper de tes frères? je me suis beaucoup occupé de mes frères. Énormément, oui. Parce Et- qu'à 11 ans, maman me les laissait quelquefois en garde. Oui, t'avais quel lien justement avec tes parents vis-à-vis de ça, au-delà de toi, l'éducation que t'as reçue, en tant qu'aîné de la fratrie et seule fille là-dedans, est-ce que tes parents ils te confiaient un peu certaines tâches à la maison et tout Ben ça? oui, puis il y a deux frères qui avaient 13 mois d'écart, donc ben, je m'occupais d'un pendant que maman s'occupait de l'autre, Hmm. quoi. Voilà. Et donc ensuite, t'as eu un parcours scolaire Ben après, je suis classique entré en école catholique à Beaune pour toute ma scolarité jusqu'au bac. jusqu'au bac. Et donc après, au bac, Alors, t'as eu après une suite un début de vie d'adulte, on va dire, assez particulier par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. ben, Qui... quand je suis arrivé au bac, en fait, bon, ben, là, je voulais être institutrice, sauf que à l'époque, l'enseignement privé et le public, c'était encore un petit peu la guéguerre. Donc j'ai pu passer le concours d'entrée à l'école normale. J'ai été admise à l'oral, mais je n'ai pas eu l'oral. Donc je ne savais pas trop quoi faire. École J'a- normale, c'était pour faire quoi? L'école qui formait les instituteurs et les institutrices. D'accord, ouais. Voilà. Et à l'époque, j'avais quand même conscience qu'il y avait 5 petits frères derrière moi et que quelque part, ben voilà, aller à la fac, c'était un appartement, c'était tout ça. Et j'ai une prof principale de terminale qui m'a dit, mais si vous voulez, vous pouvez entrer dans l'enseignement catholique. Parce qu'à l'époque, les professeurs, vous voyez les élèves. Ok. Et elle me dit, prenez contact avec le directeur de l'enseignement catholique, ce que j'ai fait. Et à ce moment-là, on m'a proposé une formation euh, déjà par des stages en école primaire. Donc, enfin, j'ai même fait un stage en école maternelle, un stage en école primaire. Et à la Toussaint, on m'a dit, ben voilà, il y a une place, c'était à Pouilly-en-Ossois, à l'école privée de Pouilly-en-Ossois, pour faire un remplacement de congé de maternité. Ok. Alors pour débuter, c'était vraiment sympa parce qu'il y avait 12 élèves en sixième, 8 en cinquième et 4 en quatrième. Ce qui se fait plus aujourd'hui. Donc je passais mon bac en juin et là on était en novembre de la même année. Et on avait une formation au niveau de l'enseignement catholique tous les 15 jours à Dijon. Le matin, pédagogie générale, l'après-midi, pédagogie appliquée. Donc on nous apprenait à faire des cours. Ok. Voilà. Et puis après, on passait un certificat d'aptitude pédagogique qui était du même ordre que celui qui était passé dans le public. D'accord. Mais on n'avait pas le droit de le passer avant 2 ans. Et du coup, enfin, là, t'as employé le mot catholique plusieurs fois. T'as grandi dans une famille Dans une famille catholique catholique pratiquante et très pratiquante, ouais. engagée. Ok. Mm. Et oui, c'était, enfin, toute la famille, c'était, je veux dire, vos parents vous l'ont transmis assez Oui, je me naturellement. souviens même de certaines années où le soir, avant d'aller se coucher, on était tous à genoux autour de la table de la cuisine pour faire la prière avec papa et maman. Ok, d'accord. Ce qui se Mm. fait plus trop maintenant, aujourd'hui, enfin, sous des formes Non, un plus peu tellement. différentes. Ça, on en reparlera un petit peu de ton lien, ta relation à la foi. Euh, donc, tu fais tes armes un peu à Pouilly, en Ossois, pas très loin Ben, en je Côte d'Or finis aussi. l'année, enfin, le congé de maternité terminé, la professeure que je remplaçais, parce qu'en fait, je suis passé directement au collège, la professeure que je remplaçais était femme de militaire et elle n'a pas repris. Donc, j'ai fini l'année scolaire à Pouilly-en-Ossois, mais je savais absolument que je ne pouvais pas y rester, donc j'ai postulé et là, je me suis retrouvée à Châtillon-sur-Seine, ce qui, pour des gens de la Côte d'Or Sud, était l'extrême nord du département. Donc, on n'en connaissait rien du tout, quoi. Et je suis arrivé à Châtillon avec la ferme intention d'y rester 1 an. Et t'y es resté toute ta vie. Et j'y suis resté 37 ans comme prof et j'y vis encore. Donc ça, t'arrives à Châtillon-sur-Seine, t'as 20 ans à ce moment-là, Oui. et tu vas faire une rencontre un petit peu particulière. Bah, Est-ce que, est-ce que oui. tu peux m'expliquer tout ça? Bon, moi, j'avais pas de voiture, j'avais pas de permis à ce moment-là. Et la directrice de l'école me dit, écoutez, il y a un professeur qui vient de Nuit-Saint-Georges, si vous voulez venir une fois à Châtillon, demandez-lui s'il peut vous amener. Bon, je l'avais vu 2 fois, ce professeur, parce qu'il était ami avec un professeur de musique. Lui, il était professeur à Smur.
Et il était ami avec un professeur de musique de Smur qui venait donner des cours de piano et qui en même temps donnait des concerts. Donc je l'avais vu 2 fois à des concerts, mais voilà. Donc la première fois que je suis venu à Châtillon, je suis venu avec lui, c'était Pierre. Bon, bah, il n'y avait rien du tout. Voilà. Et puis finalement, on s'est connus, on s'est fréquentés. Et l'année d'après, au mois d'octobre, on se mariait. Voilà. Et donc, on va redire aussi Mmh. que tu arrives en tant que prof en collège, Oui, dans le collège où tu es resté du coup toute ta carrière, ça j'ai on en fait reparlera. 37 ans dans le même collège. 37 ans dans le même collège en tant que prof de français, histoire géo France, principalement. alors, français, histoire, géo, géographie, éducation civique. Et puis ça, j'y tiens aussi. Parce qu'il y a encore des élèves qui m'ont dit, dans les moments des élections, même aux dernières élections, qui m'ont dit on n'a pas oublié ce que vous nous avez dit. De toute façon, si on ne va pas voter, on n'a que le droit de se taire. Ça m'avait profondément touché qu'ils aient retenu cette leçon-là. Et puis, alors, comme j'étais professeur de collège, mais tout en étant en même temps institutrice de formation, je pouvais un peu tout faire, sauf les matières scientifiques. Mais j'ai fait du dessin, j'ai fait alors on appelait ça la gymnastique à l'époque, des travaux manuels, de la musique. Voilà, donc Couteau suisse un petit peu. Mais oui, ta prédilection, c'était le français, histoire géo. c'était mes matières principales. J'étais obligée d'avoir un emploi du temps avec la moitié de mon emploi du temps avec ces matières-là. Et donc Pierre était Alors, prof aussi de... lui, il était professeur à Smur. Quand il a été nommé à Châtillon, c'était avec l'intention de n'y venir qu'une année lui aussi. Ok. Il est resté Et aussi... on s'y est mariés. Et puis Donc vous êtes mariés, c'était en quelle année ça du en coup? 72, on est 72, vous arrivé mariez. ici en 71, on s'est mariés en 72. Ok. Et donc assez rapidement, vous allez avoir Ben, un enfant. oui, mais on ne pensait pas spécialement avoir un enfant tout de suite. Et puis, ma foi, voilà, Ouais, c'est arrivé. Donc cet cet enfant enfant qui qui est est ta ma maman. maman. Comment ça se passe vous là du coup par rapport à vous, ce que vous avez connu respectivement dans vos jeunesses et vos éducations? Quelles sont un peu les valeurs que vous voulez transmettre? Qu'est-ce que vous voulez inculquer à vos enfants, autant dans tous les aspects de la vie que la foi aussi, tu vois? Euh, Comment vous déterminez ça? Est-ce que ça se fait autour d'une discussion? Est-ce que c'est assez naturel? Vous êtes assez raccord là-dessus? Ça s'est fait assez naturellement. De toute façon, les enfants ont bien vu qu'on était ouverts aux autres, qu'on avait du respect pour les autres. Bon, donc ça s'est transmis naturellement, si tu veux. Et est-ce que le fait d'avoir des enfants là, ça vous a conforté dans l'idée de rester un peu plus à Châtillon ou... Bah, c'est-à-dire que l'avantage qu'on avait, c'est d'avoir un poste double sur la même ville. Si on demandait une mutation, on pouvait être muté, il y en a un qui pouvait être muté, pas l'autre. Ouais. Hein. Ou alors on pouvait être muté dans 2 écoles de Dijon différentes. Donc là, on disait souvent qu'on était suffisamment près des parents pour aller les voir quand on voulait, mais suffisamment loin aussi pour prendre nos distances si on en Ouais. avait envie. D'accord. Donc on est resté là, et puis en 1980, on a fait construire une maison dans laquelle je suis toujours. Et donc, on revient sur le côté religion. Quand on a préparé ce podcast, tu m'as parlé de votre engagement à la paroisse qui était important. Vous étiez tous les deux impliqués, des fois ensemble, des fois séparément. Bah, Qu'est-ce que vous faisiez exactement? Est-ce que tu peux peut-être préciser pour ceux qui ne sont pas du tout dans la religion, ou pas dans celle-là en tout cas, ce qu'est la paroisse et quelles étaient les activités que vous faisiez, pourquoi et à quoi ça servait derrière? bon, déjà, on était pratiquants tous les deux. Donc, le dimanche, les questions ne se posaient pas. Les enfants venaient avec nous à la messe. Je me souviens qu'on emportait des gâteaux, du pain, des crayons de couleur, des feuilles pour qu'ils soient occupés. Puis que, voilà. Très vite, ils ont été, eux, attirés par le scoutisme. Moi, je n'en ai jamais fait. J'ai fait du MEJ, c'est-à-dire le mouvement eucharistique des jeunes, quand j'étais au collège et au lycée. Mais Pierre avait fait beaucoup de scoutisme, comme toute sa famille. Donc ils sont allés au louveteau, au scout, au guide, parce que c'était encore séparé à ce moment-là. Les scouts, ça pareil, peut-être qu'il y a des gens qui connaissent pas du tout. Qu'est-ce que c'est, si tu dois le définir un peu Ben, grossièrement? les scouts, C'est c'est un mouvement qui a été fondé par Baden-Powell, mais ne me demande pas en quelle année, je ne sais pas, je ne sais plus. Et c'est un mouvement qui est ouvert sur
enfin qui est tourné vers l'accueil aux autres, puis la nature aussi. Il y a beaucoup de liens avec la nature dans le Ça se scoutisme. faisait sur les temps, Sur les les vacances, etc. samedis ou ou les tout ça, puis il y samedis. avait des week-ends, il y avait des camps, il y avait des choses comme ça. C'est un peu centre de loisirs, mais vraiment un peu Orienté, orienté, ouais. oui, oui, oui. Hmm. Et puis sinon, mon Pierre a fait chanter aux messes le dimanche, et puis il a fait du caté. Moi, du catéchisme, moi, j'en ai jamais fait. Et comme les enfants, quand les enfants étaient petits, on s'est investi aussi, bien qu'étant prof, moi, je me suis investi dans l'association de parents d'élèves. Lui, il s'est investi dans le conseil d'administration parce qu'on lui avait demandé. Et puis, ben voilà, après, petit à petit, on a pris des engagements dans des mouvements comme le CMR, c'est Chrétien en monde rural. Le conseil pastoral, c'est un groupe de personnes qui peuvent discuter avec les prêtres pour les aider à mieux connaître, enfin, c'est pas mieux connaître, si, un petit peu aussi, voir un petit peu les différentes sensibilités qu'il y a dans la ville ou dans la paroisse. Ok. Voilà. Et question qui me vient comme ça, mais pour revenir sur le côté prof, donc tu as eu 3 enfants au total. Oui. Euh, Est-ce que tu as eu tes enfants en tant qu'élève et est-ce que Pierre Oui. aussi? Alors, Et si oui, comment déjà, tu gères ça à l'époque? déjà, les enfants, on en a eu 3 qui ont à peu près 3 ans d'écart. Alors, je dis quelquefois en riant que quand j'en mettais un à l'école, j'en faisais un autre. Ouais. Voilà. Bon, on en aurait aimé 4. Ça s'est pas passé comme ça parce que, ben, si on considérait les 3 ans, le 4e, ça aurait dû se retrouver dans les années de l'élection de François Mitterrand, qui, lui, avait dans son programme de nationaliser l'enseignement catholique. Donc là, on a dit, on va peut-être attendre un petit peu, puis ma foi, après, ça s'est pas fait. Voilà, donc, Et donc, alors, tu les as eu en après, élève? mes enfants, je les ai eus, ils ont toujours été dans la même école que moi, donc à l'école Saint-Bernard. Donc l'école Saint-Bernard, c'est quand même un lieu riche, parce que c'est là que Bernard de Clairvaux, qui est le fondateur, enfin, un des cofondateurs de Cîteaux, l'abbaye de Cîteaux, qui a été à Molay, enfin oui, à Fontenay, il a été abbé de Fontenay, abbé de Clairvaux, hein, ah oui, c'est ça, je pense que je ne me trompe pas, et il a passé ses années de 8 ans à peu près 15 ans dans les lieux où était située l'école Saint-Bernard, parce que c'était la maison de ses grands-parents paternels. D'accord. Et Donc c'est c'était devenu pas une école rien. après. C'était, oui, mais alors là, parce que Saint-Bernard, c'était quand même pas la même époque, donc il restait. Mais on savait que c'était la maison des grands-parents paternels de Saint-Bernard. Donc les enfants sont allés à l'école maternelle et primaire à Saint-Bernard, et puis après, ben, ma foi, naturellement, ils nous ont pas dit qu'ils voulaient pas venir au collège avec nous, donc ils sont venus au collège avec nous. On les a eus comme élèves. Alors c'est vrai que, bon, moi, ça ne m'a pas gêné. Eux, quelquefois, après, ils nous ont dit, oh, on aurait mieux aimé pas y aller, mais bon, ils ne nous l'ont pas dit à l'époque. Ouais, sur le moment, ça se voyait pas. Et c'est vrai que, c'est pas parce que c'est mes enfants, mais c'était de bons élèves. Et quelquefois, les autres avaient l'impression qu'on devait leur donner les sujets à l'avance, Parce qu'ils parce réussissaient qu'ils dans vos matières. réussissaient. Voilà. Et comment vous étiez à la maison avec eux par rapport aux autres matières, enfin, ou aux notes en général est-ce que vous étiez assez strict Bah, vis-à-vis de ça? on était quand même attentifs. Ouais, Mais bon, ça marchait bien. ok. Hein. Mais c'est vrai qu'à partir de la seconde, je me souviens de certains épisodes où, là, comme on n'était plus dans le même lieu, tu comprends, et puis les enfants savaient qu'on pouvait avoir des contacts avec les profs, les autres collègues profs sur... Oui, tous savaient, c'est un voilà, petit... tandis que quand ils sont passés au lycée, bon, je me souviens d'un épisode de sciences naturelles avec un de mes enfants que je ne citerai pas, mais qui me dit, oui, oui, je sais ma leçon, je sais ma leçon. Ben, récite, ouais, ben, je me rappelle, c'était sur les prédateurs. Hein. C'était en sciences naturelles, c'était sur les prédateurs. Je dis, mais ta leçon, tu ne la sais pas. Si, non, non, tu ne la sais pas. Et puis, quelques jours après, au retour du lycée, c'est, maman, j'ai eu 18 en SVT. Là, j'ai dit, merci, maman. Donc, on surveillait quand même, Ouais, voilà. Mais on ne peut pas dire qu'on les aidait spécialement. Ça Ouais. marchait, voilà. Et donc, on va faire un petit saut dans le temps après. En 1988, il se passe un premier événement Là, ma vie bascule. où ta vie change. C'est Pierre qui fait qui a un Oui. premier accident
Un infarctus. Un infarctus. Donc un infarctus, on peut préciser ce que c'est peut-être. Un infarctus, c'est une artère du cœur qui se bouche, quoi. Voilà. Ouais. Accident, Donc il a fait un gros infarctus, puisque quand c'est arrivé, le cardiologue m'a dit « je ne peux pas me prononcer pendant 72 heures ». Alors que pourtant c'est arrivé et lui, tu me disais qu'il il a pas trop, enfin il a ressenti une petite gêne, mais pas Bah, plus que ça. il avait, quelques jours avant, il y avait eu les professions de foi. Comme il y avait beaucoup de monde, on ne les avait pas fait à l'église, on les a fait dans une salle polyvalente. Et il a soulevé une vasque dans laquelle il y avait du sable avec quelqu'un d'autre. Il s'est fait mal au dos. Donc, au début, il a pensé que ça pouvait venir de là. Et puis, en fait, le matin, quand il s'est levé, il avait un peu mal dans le bras, mais il m'en a même pas parlé. Et c'est quand je suis arrivé à l'école après qu'une collègue m'a dit ben, je l'ai emmené chez le médecin parce que voilà. Donc, le médecin a dit c'est des vertèbres démises. Il faut prendre des calmants, c'est tout. Mais à l'époque, j'avais un oncle, qui était mon parrain d'ailleurs, un frère de papa, qui était rebouteux. Alors les rebouteux, je ne veux pas dire que c'est des kinés, parce que les kinés vont me tomber dessus, mais c'est quelqu'un qui a un don pour remettre les vertèbres en Un place. peu ostéo peut-être, un peu plus ostéo Oui, que... un peu plus ostéo peut-être, Ouais. mais il n'avait pas appris du tout, il était agriculteur. D'accord. Il avait 9 enfants et il y en a un qui s'était démis le genou. Il l'emmène en voir un, le gamin revient, le genou ressaute, il recommence, et la troisième fois, il a dit « viens voir ». Il a regardé le genou, il a remis le genou. Et puis c'est comme ça que de fil en aiguille, un jour, il a remis le facteur, et alors là, bon, bah, du coup, la nouvelle est partie comme ça. Donc j'ai emmené Pierre chez mon oncle, qui lui a effectivement remis une vertèbre, mais la nuit a été épouvantable, il disait « j'ai mal, j'ai mal ». Bon, et puis le lendemain matin, moi, je n'avais pas cours, mais lui, si. Donc je lui dis « je vais prendre des élèves, reste là ». Appelle le médecin, parce que en fait, le mardi, quand c'est arrivé un mardi, c'était pas notre médecin. Notre médecin ne travaillait pas ce jour-là. Et c'est celui qui l'a reçu qui lui a dit ça. Et le lendemain, je lui dis, ben, téléphone. Le médecin lui dit, ben, venez à telle heure. Il dit, ben oui, mais j'ai pas de voiture, ma femme est partie avec. Donc on avait rendez-vous à 1h30. Et là, quand on est arrivé chez le médecin, il m'a pris un peu à part en me disant, il va falloir être forte. Ok. Et le cœur battait à 140. Hein, donc il m'a dit, c'est l'hôpital tout de suite. Vous ne passez même pas à la maison prendre la brosse à dents, le pyjama, rien du tout, sinon j'appelle une ambulance. C'est tout de suite. Donc on est arrivé à l'hôpital et... Et donc ça, est-ce qu'il y avait déjà il y avait des antécédents familiaux? Est-ce que Oui. ça arrive par Non, une autre raison d'un il stress y ou avait je des sais pas? antécédents. Ben oui, il y avait eu des ennuis professionnels à l'école. Hein, il avait eu des problèmes avec un élève qui lui avait cassé la figure. Enfin bon, bref, ça avait duré pendant un certain temps et il n'en a pas parlé. Et quand c'est arrivé, il m'a dit oui, ben j'aurais dû t'en parler. Ça fait 1 an que je ne dors pas comme il faut et tout. Comment ça s'était géré parce que c'est un sujet qui est beaucoup présent maintenant, la santé mentale au travail, même, enfin dans tous les métiers, hein, on parle de Ben, à ça. ce moment-là, À ce moment-là, il y avait rien, enfin c'était... non, on lui a dit que s'il avait pris un coup de poing dans la figure, c'est parce qu'il n'avait pas assez d'autorité. Alors qu'en fait, on savait pertinemment que celui qui avait fait ça, c'était quand même un gamin qui avait des difficultés au niveau comportement, quoi. Ouais. Et donc toi, à ce moment-là, comment tu réagis à cette nouvelle-là? Enfin, est-ce que tu conscientises directement la chose? Est-ce que tu mets un petit temps à réaliser? Et si oui, après, enfin, comment tu adaptes ta vie? Et qu'est-ce que ça change dans ta vie par rapport à avant? Ben, de toute façon, ça change tout. Moi, pour moi, ma vie bascule ce jour-là parce qu'il y a des choses qu'on ne pouvait plus faire. Au niveau sortie ou tout ça, il était plus vite fatigué. Bon, déjà il a été arrêté peut-être bien pendant 6 mois. Ensuite, il a été en mi-temps thérapeutique. Ta maman est en troisième. Et puis, alors, il y avait quand même des gros antécédents familiaux puisque sa maman était déjà morte d'un infarctus à 54 ans. Ok. Et donc ensuite, c'est 8 ans plus tard, c'est ça? Oui. Il y a un deuxième accident qui intervient. Entre-temps, ça allait mieux? Alors, il a fait un œdème au poumon 7 ans après. Ok. Pour un peu des ennuis professionnels aussi. Et puis l'année d'après, donc en 96, moi je me souviens, je surveillais mes élèves dans la classe à côté parce qu'ils étaient en train de faire un contrôle de français. Et je l'ai entendu qui criait après un élève, mais pas plus que d'habitude. Et dans les minutes qui ont suivi, j'ai entendu un brouhaha dans la classe à côté. Ma porte de classe s'est ouverte, venez vite, venez vite, venez vite. Je suis arrivé, il était étendu par terre. Il râlait, bon voilà. Des collègues l'ont réanimé une première fois, le SAMU est venu et il est mort 2 heures après.
Et là, du coup, j'allais dire comment tu gères, mais parce que t'as forcément une réaction, je sais pas, même dans ton corps, il doit se passer des choses dans ton esprit, comment ça Bah, de toute agit façon, c'est sûr que sur le quand... moment, quoi. Parce que si tu t'en souviens, Alors, j'imagine que tu t'en moi, souviens. si tu veux, depuis le premier infarctus, ma hantise, c'était qu'il meure tout seul, sans moi. Et je me souviens qu'à l'époque, quand il y avait des accidents ou des choses comme ça en ville, la sirène, enfin même pas en ville, dans les villages environnants, la sirène sonnait. Et si par hasard j'entendais la sirène, qu'il était parti faire des courses et qu'il n'était pas rentré, j'étais aux 400 coups. Mm. Et là, en fait, quand je suis arrivé dans la classe, il n'était pas mort puisqu'il râlait. Je l'ai pris dans mes bras, enfin je lui ai calé la tête dans mon bras, et quand les collègues sont arrivés, parce qu'il y a des élèves, j'ai dit allez vite dire au secrétariat qu'on envoie quelqu'un. Et il y a 2 collègues qui sont arrivés, un qui était prof d'éducation physique, mais qui était maître réanimateur l'été sur les plages, et une autre qui était formatrice à la Croix-Rouge. Quand ils ont vu, ils lui ont pris le pouls, et c'est là qu'après je me suis dit qu'ils avaient senti qu'il n'y avait plus rien, puisqu'ils ont dit est-ce que tu sais faire le bouche à bouche, a dit le professeur à sa collègue. Elle lui a dit oui. Ils ont fait du bouche à bouche, du massage cardiaque, et c'est revenu. Et à un moment, j'ai dit au collègue, mais c'est fini. Il m'a dit, mais non. Après, je lui ai dit, pourquoi tu m'as dit ça? Il m'a dit, qu'est-ce que tu voulais que je te dise? Ouais. Bon, mais eux l'ont réanimé, et le SAMU l'a réanimé encore après. Ouais, il est mort après aux urgences. Oui. Mais après, tu vois, ton oncle, donc le frère de ta maman, m'a dit, bah, tu vois, maman, finalement, c'est très dur, mais c'est aussi bien qu'il soit parti vite comme ça que de rester comme qu'il une ait légume souffert, pendant bien des sûr. années. Voilà, mais c'est sûr que là, il faut tout assurer dans l'urgence, hein. Et quel a été ton process de deuil après? Parce que alors j'imagine que pour chaque personne qui connaît un décès proche, enfin plus ou moins proche d'ailleurs, c'est différent. Toi, comment tu as entamé cette période-là Alors, déjà, j'étais pas toute seule à la maison, puisqu'Annelise était en terminale, ma troisième. Donc, on était toutes les deux, mais alors, c'était, enfin, amusant, c'est pas le mot, mais quand elle allait bien, moi j'allais moins bien, et inversement. Ouais. Donc, c'était un peu les vases communicants. Mais finalement, heureusement, vous étiez quand même toutes les Oui, deux bah pour voilà. pouvoir parler. Simplement pour elle, c'était l'année d'orientation, c'était compliqué parce que elle était admise en prépa, mais si elle y allait, voilà. Enfin bon, ça a été compliqué. Si papa était là, oui, ben oui, voilà. Et moi, si tu veux, le problème, c'est que j'avais envie de pleurer, je ne pouvais pas. Ouais, tu voulais pas J'avais montrer. non, Ah, tu non, pouvais pas c'est te. pas que je voulais pas le montrer, c'est que je ne pouvais pas. D'accord, Je rêvais de torrents de larmes, de cascades de larmes qui dégoulinaient, et moi, ça voulait pas venir. d'accord. Je ne pouvais pas pleurer. Mais Et c'est vrai que dans l'urgence, il faut tout gérer. Bon, ben moi, j'avais pas de tombe au cimetière. J'avais pas. Une fois, j'avais quand même posé la question parce que je sais pas pourquoi, je m'étais dit que ça pouvait arriver, puisqu'il y avait des antécédents familiaux. Donc, j'allais pas lui demander de but en blanc s'il mourait ou est-ce qu'il voulait être enterré. Mais quelque part, ça m'aurait aidé qu'il me le dise. Hmm, Donc un jour, comme ça, en discutant, je lui dis oh ben moi, s'il m'arrive quelque chose, j'aimerais bien être enterré au cimetière Saint-Vorle. Alors, Vorle, c'est pas commun comme prénom. Il doit y avoir 3 paroisses en France qui s'appellent Saint-Vorle. C'est un curé d'un petit village à côté, au 5e siècle, qui avait le don de bilocation, c'est-à-dire d'être à 2 endroits à la fois. d'accord. Bon, donc il y a un cimetière autour de l'église Saint-Vorle. Euh, autour de cette église, il y avait un collège de chanoines où Saint-Bernard, justement, de qui je parlais tout à l'heure, a fait ses études. Et lui, il m'a dit, oh, ben, tu me mettras bien où tu voudras. La seule chose que je te demande, c'est de ne pas couper mes enfants de ma famille. Il n'en était pas question. Parce que la famille de Pierre a été très, 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 très aidante pour moi. Mais il faut tout gérer dans l'urgence, quoi. Hmm, ouais, Alors, en j'imagine. plus de ça, ce qui a compliqué les choses, c'est que l'école a fait une déclaration d'accident, et il y a 3 cases à cocher, hein, arrêt de travail, hospitalisation ou décès. Là, ils ont coché la case décès. Hmm, Et du coup, un jour, je me suis retrouvée avec une lettre recommandée à aller chercher à la poste. J'étais bien embêtée parce qu'Agnès était mineure et c'était adressé aux descendants de M. Mossenet. Et en fait, c'était une lettre de la Sécurité sociale me disant que, ben voilà, comme il était mort
juste après son malaise à l'école, c'était un accident du travail. Donc il fallait une enquête avec un enquêteur légal, une enquête de la sécurité sociale et tout ça. Donc ils m'ont envoyé quelqu'un ici qui devait m'interroger moi, qui devait interroger le directeur de l'école et qui devait interroger les témoins. Les témoins, c'était des élèves de 5e. Donc ils m'ont dit, ben non, on ne va pas interroger des élèves de 5e. Donc ils sont allés voir le directeur de l'école. Il est déjà venu me voir moi, il a vu le directeur de l'école après. Et il me dit, mais ça ne vous gêne pas que je vois le directeur de l'école après? Parce que le problème, c'est que si c'est reconnu comme un accident du travail, les cotisations sont plus chères pour l'établissement. Mais le directeur m'avait dit, pour moi, c'est un accident du travail. Donc je savais que, voilà. Et donc il y avait une enquête à remplir, ce que j'ai fait. Et un jour, j'ai reçu un papier me disant que ça n'était pas... Non, oui, c'était pas un accident du travail, mais il n'avait pas coché de motif. Normalement, tu as motif médical, enfin, je sais pas quoi, je me rappelle plus exactement, et il n'y avait pas de motif. Donc là, je me suis renseigné. J'ai un neveu qui était avocat à l'époque, c'était pas dans sa branche, mais il m'a dit une décision de justice qui n'est pas, qui n'a pas de motif est nulle. Donc, ça a duré, c'est passé une première fois, ça a été reconnu comme accident du travail, mais la sécurité sociale a fait appel, donc c'est passé en appel, et ça a été réglé 4 ans après. Ok. Parce que ça met en cause des grosses sommes d'argent. Anne-Lise n'avait que 17 ans, donc jusqu'à ses 20 ans, elle devait toucher une certaine somme. Xavier avait 20 ans moins 3 mois, donc il a touché pour 3 mois. Ta maman, elle n'a pas eu de chance, Ouais, entre guillemets. longtemps. Bon, et moi, je bénéficie d'une rente à vie, Ok, sauf si je me remarie. d'accord. Et c'est une rente qui n'est pas imposable. Donc c'est sûr que, voilà. Et sans compter les sommes d'argent qu'on touche au départ. Ouais. Et dans ta phase de deuil, est-ce que de retourner sur les lieux enfin, au collège, etc., toi, au début, est-ce que c'était compliqué? Est-ce que tu as vu un lien qui t'a, je sais pas, empêché de travailler correctement ou quoi? Ou t'as fait un peu la part des choses? Ben, on avait fait faire une image. J'ai eu un arrêt de travail pendant une semaine. Le directeur m'a dit, prenez une semaine et même plus si vous voulez. Moi, au bout d'une semaine, j'ai dit, je retourne au travail. Et je voulais passer dans chacune des classes parce que les classes où j'allais et les classes où lui allait n'étaient pas les mêmes. Mais à nous deux, on couvrait tout le collège. Donc on avait fait faire une image euh, avec sa photo et tout ça. Et j'ai dit au directeur, je veux commencer par la salle où il est tombé. Donc il est venu avec moi. C'est vrai que bon, c'était pas forcément évident, mais voilà. Ils Ok. avaient voulu changer la disposition du bureau dans la salle où il est mort, mais en fait, je dis, vous êtes tombé à côté, parce qu'ils avaient fait un truc qui me faisait encore plus. Ouais. Et Voilà. tu vas aussi, du coup, t'investir dans un mouvement qui est dédié aux personnes Alors, veuves. c'est-à-dire qu'au départ, bon, tu essaies de te débrouiller comme tu peux, tu cherches des bouquins, voilà, hein. Tout le monde te dit t'es forte parce que comme tu pleures pas, t'es forte. Mhm. Bon, on voit pas dans quel état t'es, même si tu pleures pas. Et puis, je savais qu'il existait un mouvement au niveau du diocèse, donc au niveau catholique, qui s'appelle Espérance et Vie. Bon, donc moi, j'allais voir régulièrement un prêtre depuis mon mariage. C'est un curé qui était arrivé à Châtillon en même temps que nous à ce moment-là. Et puis on a vraiment sympathisé, que ce soit Pierre ou moi avec lui. On avait dit que... Enfin, je lui ai posé des questions sur le mouvement. Et il me dit, bah oui, à ce moment-là, c'était un mouvement qui était uniquement ouvert aux veuves. Il n'y avait pas d'hommes. Et il m'a dit, bah oui, il y en a que ça aide, d'autres moins. Bah, si vous voulez, je vais me renseigner et tout. Bon, puis j'y suis retourné 2 mois après. Il me dit, alors, Espérance et Vie, ça... Je lui dis, non, je n'ai pas... Bon. Et lui, à ce moment-là, il m'a dit, je connais l'aumônier diocésain, je l'appelle. Moi, je me suis dit, il va l'appeler, il va lui dire, bon, bah écoute, devant moi, j'ai quelqu'un qui a perdu son mari et tout. Et il s'appelait Pierre, je crois aussi, ce prêtre-là. Il lui a dit, je te passe quelqu'un. Donc là, j'ai bien été obligé d'expliquer Ta situation. ce qui se passait. Et ça, c'était en 98, je crois, ou quelque chose comme ça. Et
il m'a dit, ben écoutez, je vais en parler à la responsable du diocèse. C'est un mouvement qui n'est géré que par des veufs ou des veuves, parce que maintenant il y a des veufs. Et donc, je dis oui, bon. Hein. Et puis la responsable m'a appelé. Alors là, on devait être au mois de mai, juin ou quelque chose comme ça. Et elle me dit, ben, c'est des groupes de parole, en fait, Espérance et Vision. Et elle me dit, mais on ne fait pas de réunion pendant l'été. Donc je reprendrai contact avec vous à l'automne. Moi, je me suis dit, à l'automne, ça va bien aller. Et puis, elle ne se rappellera plus. Et puis voilà. Puis en fait, elle s'est rappelée, si. Et en septembre ou quelque chose comme ça, elle m'a retéléphoné en me disant, ben voilà, j'ai trouvé une équipe à Dijon, donc Châtillon-Dijon. Quand on ne connaît pas, c'est 85 à 90 km, ça dépend où on va dans Dijon. Hein. Mais ça ne me gênait pas. Et elle me dit, elle est prête, la responsable est prête à vous accueillir. Et cette responsable-là m'a téléphoné avant la réunion. Et j'y suis allée, et là, j'ai eu l'impression que ces femmes-là, je les connaissais depuis toujours. Parce qu'en fait, on vivait la même chose, on était toutes du même âge, ça, on a eu cette chance-là. Alors, tu avais des femmes dont les maris étaient morts de maladie, moi c'était un infarctus, il y en avait deux autres, c'était des suicides, enfin bon. Mais on avait l'impression que c'était vraiment qu'on se connaissait depuis toujours. Et j'ai continué dans cette équipe-là. Et puis, il y avait des rencontres régionales aussi. Et une fois, il y a eu une rencontre régionale dans le Jura, là, au, au Mont-Roland. Hein, c'était un sanctuaire. Et le thème, c'était ne laissez pas les veuves s'enfermer dans leur solitude. Et moi, j'avais envoyé un mot au prêtre qui s'occupait du journal dans lequel c'était paru, c'est Église en Côte d'Or, en lui disant que ben voilà ce que je vivais et que vraiment, il ne fallait pas laisser les veuves s'enfermer dans leur solitude. Et la présidente nationale de l'époque, qui habitait à côté de Dijon, est tombée sur cet article-là. Et puis, ben, elle m'a repéré, quoi. Mais à ce moment-là, parce que ce qu'on a fait avec Pierre aussi pendant presque 10 ans, on a fait des cahiers de culture religieuse. On faisait de la culture religieuse tous les deux à l'école, et il y avait tout un programme qui avait été défini pour normalement tout l'enseignement catholique de Côte d'Or. Chacun devait travailler, mais en fait, c'est à Châtillon qu'on avait le plus avancé. Donc on nous a demandé si on ne voulait pas publier, enfin, travailler sur ce qu'on faisait. Donc on a travaillé dessus. Et puis après, on nous a parlé d'une diffusion carrément nationale. Oui, nationale. Parce que le directeur de la pastorale de l'enseignement catholique de Dijon était un dominicain. Et le directeur de l'établissement, qui se trouvait être le témoin de Pierre à notre mariage, mais qu'on a retrouvé après, a demandé à ce dominicain, mais pourquoi vous n'en parlez pas aux éditions du Cerf, puisque c'est des dominicains. Donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à publier aux éditions du Cerf 2 guides de culture religieuse et enfants, un cahier de culture religieuse. Alors, les ados, le guide, c'était pour les 6e surtout, enfin un pour les 11-12 ans, l'autre pour les 12-13 ans. Mais le cahier de culture religieuse, c'était un cahier sur toutes les religions, avec des témoins pour chaque religion. Et donc, c'est un mouvement, c'est une association, un mouvement c'est... Alors, en fait, ces cahiers de culture religieuse, on a terminé le dernier brouillon le mercredi et Pierre est mort le vendredi. Okay. Donc, moi, j'ai dû finir les corrections et tout ça. Mais quand ça a été publié, le manuscrit du cahier de culture religieuse était trop gros. Parce que nous, on nous avait demandé de mettre des témoins des différentes religions dedans. Et on en avait mis 3 par religion, mais ça faisait trop gros. Donc, on nous avait dit, les autres témoins, en fait, vous pouvez continuer à travailler dessus et on les mettra dans un autre bouquin qui sera vendu pour les confirmations, les professions de foi, les choses comme ça. Et il fallait retravailler. Pierre n'était plus là, donc moi j'ai continué à travailler dessus. Mais je n'arrivais pas à terminer. Parce que j'avais l'impression... Enfin, c'est comme si, une fois que j'aurais eu terminé ce travail-là, j'enterrais Pierre définitivement. Bon. Et puis je me suis mis une échéance. On s'était déclaré notre amour un 16 février. Et je me rappelle, en 2000, j'ai dit, ça, ma vieille, tu te débrouilles comme tu veux, mais le 16 février, t'envoies ton manuscrit. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai posté le manuscrit à 4 heures de l'après-midi. Et à 6 heures de l'après-midi,
la présidente nationale d'Espérance et Vie m'appelait pour me faire entrer au bureau national comme responsable des jeunes veufs et veuves. Alors là, je tombais un peu des nues parce que moi, j'avais un poste à temps complet. Ça voulait dire aller à Paris une fois par mois pour travailler tout le week-end. Bon, mais c'était l'année où Annelise, donc ma dernière fille, préparait son CAPES. Et elle avait dit, de toute façon, si je ne l'ai pas, je ne le repasse pas. Je ferai une formation en interne. Donc, je savais que je l'aurais plus à charge. J'ai demandé à la directrice de l'école une décharge horaire et un aménagement de mon emploi du temps. Bon, elle a compris, puisque finalement, elle avait fait partie de ceux qui nous avaient aidés pour les livres de culture religieuse. Donc là, ça a été accepté. Donc j'ai été responsable des jeunes veufs et veuves pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, la présidente devait partir parce qu'elle avait fini ses 2 mandats. Et là, moi je ne m'attendais pas du tout à ça. Hein. Le siège du mouvement, c'était au couvent des Dominicains, rue des Tanneries. Et le dimanche matin, on travaillait tout le samedi et tout le dimanche. Et le dimanche matin, on allait à la messe à la chapelle des Dominicains. Et avant la messe, on avait une discussion justement sur l'après-présidente, là. Et je me souviens avoir dit, oui, mais il y a des trucs que vous savez, vous nous en avez jamais parlé, et nous, comment on fera? Vous ferez comme on faisait nous, voilà. On se débrouillera. Débrouillé, ouais. Et puis, on est donc allé à la messe. Et à la messe, je me suis endormi 2 fois. Ça m'était jamais arrivé, mais 2 fois, je me suis senti sursauter comme ça. Et en remontant, je le dis à la présidente, je lui dis, tu sais ce qui m'est arrivé? Entre les deux sommes, en fait, j'ai vu la présidente on n'était pas forcément une à côté de l'autre, je l'ai vue juste en face de moi. Et sur le coup, je me dis, il ne faudrait pas qu'elle me demande à moi. Puis je dis, non, c'est pas possible. Et en fait, on est remonté au local du mouvement. Et je lui raconte mes aventures. Et elle me dit, viens voir, j'ai quelque chose à te demander. Et là, elle m'a demandé si je voulais bien être présidente nationale du mouvement. Donc ça, tu le deviens. Et en 2004, tu vas écrire un livre sur le veuvage. Alors en fait, l'année où on m'a demandé de devenir présidente, les éditions de l'Atelier ont demandé à l'ancienne présidente si... parce que les éditions de l'Atelier, c'est les anciennes éditions ouvrières, mais c'est un éditeur catholique aussi. Et ils ont demandé à la présidente si le mouvement ne pouvait pas faire un livre sur le veuvage. Alors, entre-temps, en 2000, ma première assemblée générale, il y a eu l'ouverture aux veufs. Le mouvement s'est ouvert aux veufs. Et donc, la présidente de l'époque dit « Ah, mais de toute façon, dans l'équipe, on a quelqu'un qui a déjà écrit des livres, donc il n'y a pas de problème. » Et on m'a refilé le bébé, comme on dit vulgairement. Donc moi, j'ai dit « Je veux bien », mais je ne voulais pas raconter que mon veuvage. D'abord parce qu'il y avait des choses que je n'avais pas forcément envie de dire. Les ennuis professionnels de Pierre qui avaient été cause des infarctus. Voilà. Il y avait encore des personnes qui étaient vivantes. Je ne voulais pas qu'elles soient mises en difficulté. Donc on a établi une liste, je crois qu'il y avait 19 thèmes. Et j'ai donné la liste des 19 thèmes qu'on avait choisis ensemble à tout le bureau national, et puis je l'ai envoyé aussi à certains veufs ou veuves que j'avais connus comme ça au cours de week-end. Et puis quand elles ont pas que ce soit que ta vie, que ce soit voilà, un peu moi je voulais que ce pertinent pour soit tout le un monde. livre le plus complet possible. Moi, Pierre était mort d'un infarctus, je voulais aussi des morts par suicide, par maladie, avec enfants handicapés ou sans enfants, des veufs et des veuves, Ouais, pour voilà, toucher un maximum des de jeunes, pas personnes, des jeunes, voilà, pour que tous les cas soient à peu près évoqués dans le bouquin. Quand j'en avais parlé à l'éditrice, elle m'avait dit pourquoi pas. Hein. Quand je lui ai dit que je voulais utiliser des témoignages, elle m'a dit on ne l'a jamais fait, mais vous pouvez toujours essayer, on verra bien. Et donc pendant 1 an, le Bureau national et tous ceux que j'avais contactés ont travaillé là-dessus. J'avais dit aussi, si les titres de chapitre ne vous intéressent pas, vous m'écrivez quelque chose en m'autorisant à l'utiliser là où j'en ai besoin. Donc c'est ce qui s'est passé. Et puis au bout d'1 an, j'ai voulu commencer à écrire, mais je n'arrivais pas à m'y mettre. Alors je suis parti en vacances dans le Jura, 1 année, et j'ai dit ça, tu ne reviens pas tant que tu n'as pas commencé. Alors le premier chapitre, en fait,
C'était pas très difficile. On avait défini les chapitres avec l'éditrice, à partir des 19 points. Mais le premier chapitre, c'était pas très difficile, puisque c'était la chronologie entre le décès et les obsèques. Bon, donc là, c'était du récit, Oui, c'est plus c'était... des formalités. Voilà, toutes les formalités, tout ça. Hein. Mais après, bon, il y a des chapitres sur le deuil des enfants. D'ailleurs, c'est le seul chapitre que j'ai rédigé en demandant à mes propres enfants de bien vouloir le relire, parce qu'il y avait des parties qui les concernaient évidemment. Donc ça, je pense qu'ils l'ont fait. Je ne suis pas sûr que les 3 enfants aient lu le bouquin. L'éditrice m'a dit, commencez le premier chapitre avec les témoignages et on vous dira. Et là, il y avait un comité de lecture, si tu veux, qui a dit, bah oui, ça passe, elle peut continuer comme ça. Donc dans les chapitres, il y avait le deuil des enfants, il y avait tout, le deuil du corps, le deuil du cœur, tous les problèmes matériels, et puis même un chapitre « Et Dieu dans tout ça ». Et le livre, ça s'appelle Ça comment? s'appelle « Traverser le veuvage ». Le problème, c'est que pour le moment, il n'est plus édité, parce que en 2014, j'ai donc eu un cancer avec des métastases différentes dans différentes parties du corps, et en 2016, j'ai appris qu'il n'était plus, qu'il n'existait plus, mais qu'on allait étudier sa réédition, parce que c'est pas toi qui décides si le bouquin va être édité ou pas. Et on m'a dit oui, il fait partie des livres qui vont être réédités parce qu'il s'était quand même très très bien vendu. J'ai dû en vendre 3500 ou 4000 exemplaires comme ça, ce qui était assez exceptionnel pour un bouquin comme ça. Alors d'autant plus que quand le manuscrit a été terminé, l'éditrice m'a dit, comme c'est une collection, il fallait un nombre de pages, c'était 140 pages. Ouais, pas plus. Oui, mais moi, il y en avait beaucoup plus. Donc elle m'a dit, ben, il faut réduire. Réduire un manuscrit, c'est pas facile. Donc elle m'a dit, ben, on va réduire nous. Je me suis dit, pourvu qu'elle n'enlève pas des choses que je ne veux pas qu'on enlève, mais non, elles ont fait ça très bien. Et on m'a autorisé 190 pages. On m'a publié 190 pages. Je crois que j'avais regardé un peu quand on avait préparé le podcast. Je l'avais trouvé sur Amazon. Je crois qu'il est encore en. On peut le trouver en je crois occasion, que- oui, en comme ça, occasion, sur ouais. des sites. Il doit y être. Donc voilà, peut-être qu'il y est si jamais vous regardez ou vous écoutez ça et que ça vous Alors, intéresse. moi, j'ai pas pu le faire rééditer parce que c'est le moment où on m'a découvert une métastase au foie On va en reparler de et ça, j'ai cet pas pu épisode-là. travailler. Donc, l'année d'après, quand j'ai redemandé, on m'a dit, bah oui, mais on n'en a pas vendu pendant 1 an. Bah, évidemment, on voulait pas en vendre puisqu'il n'y en avait plus. Donc pour faire juste un petit saut en arrière, juste avant cet épisode-là, quelque chose d'un peu plus joyeux. En 99, tu deviens grand-mère pour la première fois. Oui, de Grâce à toi. moi. D'ailleurs, je crois qu'il y a toujours un lien un peu particulier avec toi parce que c'est quand même par toi que je suis devenue grand-mère. Ouais, c'est vrai. Et bon, moi, du coup, je l'ai pas. Et ta Je pense que maman. toi, tu le réalises plus que moi parce que moi, j'étais évidemment petit. Mais je pense que, enfin, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu es devenue grand-mère? Et là, c'est pas parce que c'est moi, mais je pense que ça peut Bah, concerner des beaucoup de personnes. joie, puis en même temps beaucoup de tristesse aussi de devoir être grand-mère sans avoir un grand-père à côté Ouais. de moi. Moi, C'est c'est vrai que... Et c'est toi, un tu n'as peu. jamais connu tes grands-pères, puisque ton grand-père, de l'autre côté, était décédé quelques années Ouais. avant aussi. Ça, c'est un peu le gros regret de ma vie parce que. Bon, après, j'y peux rien, quoi. Je les ai jamais connus, donc j'ai pas le manque, mais c'est vrai que c'est quelque chose où je me dis, bon. En plus, ça s'est joué à peu d'années, quoi. Au final, tu vois, Non, 96, oui, ils ont dû 99. mourir Au moins que 2 ou lui, 3 ans d'écart. lui aurait pu me connaître, tu vois, là, on Ah parle oui. de. Pour Pierre, il aurait pu me connaître, et du coup, c'est vrai que il y a ce petit truc un peu frustrant. Si on devait changer un peu le cours de l'histoire, tu vois, ça, c'est un des trucs que j'aurais bien aimé modifier. Et je me souviens toujours que ta maman disait quand quelquefois elle te grondait ou quelque chose comme ça, tu disais « Mamé, mamé !» D'où c'est venu, mamie, C'est toi qui d'ailleurs. m'a... Ben, en fait, c'est un peu moi... mon beau-père, le papa de Pierre, s'appelait Papé. Et dans le Midi, il y a Papé, il y a le Papé, il y a la Mamé, Papé, même. Et moi, je trouvais que Mamé, c'était joli, donc c'est un venu peu de là. moi qui ai demandé, enfin, qui ai fait que tu m'as appelé Mamé. Ouais. Mais ta sœur, au début, m'appelait Mamou. Ah oui? Oui, ça a failli changer en Mamou. Puis après, elle m'a rappelé Mamé, donc C'est resté mamie. c'est resté Mamé. Et aujourd'hui, du coup, là, tu as 7 petits-enfants. Aujourd'hui, j'ai 7 petits-enfants. Comment tu as vécu un peu la transition avec tous? Parce qu'il y a plus ou moins d'années d'écart Bah oui, parce entre que ma toi, sœur tu as et moi. 25 ans, Et le puis dernier après, va avoir 12 ans. voilà.
Qu'est-ce que tu essaies de transmettre à tout le monde? Nous, tu nous as eu beaucoup aussi en vacances, un peu tous les deux. Après, tu as eu les plus petits. Euh, Qu'est-ce que tu as essayé de transmettre à tout le monde en plus de l'éducation qu'on a reçue de nos parents respectifs? Ben, l'honnêteté, l'ouverture, pas de mensonge, ça je supporte pas le mensonge. Et puis d'avoir une vie la plus droite possible, Ouais. quoi. Et donc après, pour reparler là vraiment de toi et du côté sentimental, tu vas reconnaître un peu une petite idylle en 2006, Alors, c'est ça? je ne l'ai pas cherché en 2000. Alors, Pierre est mort en 96, oui, en 2006. En fait, je suis tombée amoureuse d'un cousin de Pierre. Ouais. Est-ce que tu pensais pouvoir retomber amoureuse après ça? Jamais de cette façon-là. Ok. C'est ta sœur qui m'avait dit que j'avais des petits cœurs dans les yeux. Elle était oui, elle était pas bien vieille. Une fois, je la sortais du bain. Elle me dit, Mamie, t'as des petits cœurs dans les yeux. Et je lui avais dit le soir, tu les vois? Oui, t'en as 1000. Bon, et ça s'est fait comme ça, si tu veux. Bon, bah voilà, on se rencontrait aux réunions de famille. C'est vrai que c'était un cousin. Dans les cousins, t'en as qui sont plus proches de toi que d'autres. Celui-là ne m'était pas indifférent. Et lui m'avait dit, alors quand on a commencé à se fréquenter, il m'avait dit, de toute façon, moi, tu m'avais frappé à l'enterrement de mon père. Or, à l'enterrement de son père, j'étais enceinte de mon deuxième enfant, alors tu Ok. vois. Ça remontait. Et à ce moment-là, je lui ai dit, mais parce que ça tombait 10 ans, presque jour pour jour, avec la mort de Pierre. Je lui ai dit, mais pourquoi t'as attendu 10 ans? Et il m'a dit, parce que je pensais que jamais tu ne referais. Enfin, j'aime pas refaire sa vie. Tu continues ta vie, tu Mhm. la refais pas. Hein. Parce que Pierre, je l'effacerai jamais de ma Bien vie. sûr. Bon, mais je lui dis, bah non. Et puis, là, moi, je suis vraiment tombée amoureuse, mais folle amoureuse. Hein. Alors, j'étais encore à ce moment-là présidente d'Espérance et Vie. Donc une année, je leur ai dit, ben écoutez, voilà, hein, je suis tombée amoureuse, Espérance et Vie, c'est des veufs et des veuves, donc je vous propose ma démission. Il me restait encore un an à faire. Et elles m'ont dit, on n'en veut pas. Parce qu'en fait, ça prouve que, Oui, tu restes veuve dans tous les cas. si Veuve, tu te veuve, ça veut dire que... remaries, Oui, mais veuve, ça veut dire que t'as perdu non, si quelqu'un. tu te remaries, non, parce que si tu te remaries, tu n'es plus veuve. Tu es remarié et tu n'es plus Oui. veuf. Ok. Donc, elles m'ont dit, ça prouve que finalement, quand on est veuf, on peut recommencer une nouvelle vie amoureuse, donc tu restes jusqu'au bout de ton mandat. Sauf que, ben, lui, il était célibataire, bon, il était plus âgé que moi, il avait 15 ans de plus que moi, donc au début, ça lui faisait un peu peur, en me disant, mais tu te rends compte, si tu es veuve une deuxième fois, je lui dis, ben, si je suis veuve une deuxième fois, mais que j'ai eu 50 bonheurs supplémentaires, après tout, c'est toujours ça de prix. En fait, il est toujours vivant. Mais il a pris peur. On devait se remarier. La date du mariage était fixée. Et il est parti 2 jours avant. Ça lui a fait peur, le mariage. Sans explication, sans... Vous avez Ben, pu pas en vraiment, discuter non, après? non. Il a dit à mes enfants, j'aimais beaucoup votre maman. Jamais j'aurais pensé tomber parce qu'il était célibataire. Jamais j'aurais pensé tomber amoureux comme ça. Jamais j'aurais pensé avoir des petits-enfants comme vous, parce que comme les tiens, parce que vous, la première fois que vous l'avez vu, je me souviens, on était à la cuisine. Lui, il épluchait les pommes pour que je fasse une tarte, et vous êtes arrivé vers lui, vous lui avez sauté au cou comme je ne sais quoi, et comme si vous le connaissiez depuis toujours alors que vous ne le connaissiez pas. Mais il a dit, je ne pourrais pas vivre avec votre maman. Ouais. Donc voilà. Oui, pour des raisons après qui lui sont propres Ben dans oui, un timing qui est pas forcément... peut-être du fait qu'il était célibataire et qu'il pensait que ce serait peut-être, je sais pas. Ouais. Mais j'ai jamais vraiment compris. Alors, autant je t'ai dit tout à l'heure que je ne pouvais pas pleurer quand Pierre est mort, autant là j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Ouais. Ça Oui, me réveillait la nuit parce que je pleurais. ouais, c'était vraiment deux amours différents, quoi. Enfin, Mais c'était... ces deux, alors, si tu veux, j'ai connu la mort, j'ai connu la séparation. Et la mort, ben finalement, tu n'y peux rien. La mort, c'est la mort, c'est tout. Hein, voilà. Tandis que là, la séparation, tu te poses beaucoup de questions. Ouais, tu te remets en Qu'est-ce question qu'est-ce que toi-même. j'ai fait? Pourquoi il est parti? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai pas dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Hein, et tu as une remise en question. Enfin, pour moi, c'était une remise en question complète. Et est-ce que ça t'a... Je sais pas, t'as tiré des leçons de ça maintenant avec le recul? Est-ce que... je sais pas, c'est quelque chose qui t'a servi à peut-être mieux encaisser certaines choses par la suite Ben, c'est vrai que de toute façon,
la solitude m'a pesé et me pèse toujours, Ouais. puisqu'un jour, ta maman et mes autres enfants m'ont dit: «Mais t'as qu'à t'inscrire dans une agence matrimoniale». Et je leur ai répondu, alors ça les a sidérés, je l'ai fait. C'est vrai que je me suis inscrite dans une agence matrimoniale et je dis en riant maintenant, j'ai eu 5 cafés pour 1 500 €. Comment ça? Eh ben, parce qu'en fait, ben, les hommes que j'ai rencontrés, j'en ai rencontré 4 ou 5, ça n'a jamais été plus loin qu'un café, une discussion et c'est tout. Ah oui. Ça n'est Les jamais, 1500 ça, euros, c'est le prix que tu as payé c'est le pour. prix que j'ai payé à Ah oui, ok. l'agence et les cafés, c'est ce qu'ils m'ont offert. Ouais. Donc, j'ai jamais. Et d'ailleurs, il y en a 2 sur les 5 qui m'ont dit, mais vraiment, cette agence-là, je comprends pas. Pourtant, c'est une agence qui avait pignon sur rue sur Dijon. On comprend pas parce que finalement, on voit pas quel point commun on peut avoir. Ouais. Bon. Ok. Puis après, j'ai dit, non, c'est bon. Hein, Mais ça, c'est vrai que c'est aussi un sujet, enfin, qui, je pense, qui fait du mal. La solitude, on se rend pas compte aussi. En plus, bon, là, toi, du coup, t'es resté ici et maintenant, tous tes enfants, petits-enfants sont un peu plus éparpillés. Comment est-ce que justement de sortir, de t'occuper, etc., c'était Bah, aussi important pour toi de garder un contact avec plein de personnes différentes c'est-à-dire que, bon, déjà, quand tu as des responsabilités nationales, comme quand j'ai été président d'Espérance et Vie, quelque part, moi j'étais absente plusieurs week-ends par mois, ça te coupe un peu des gens aussi. Oui. Hein. Bon, mais j'en connaissais d'autres, parce que je me souviens quand on m'a proposé ça, j'ai un de mes frères qui avait eu des responsabilités nationales aussi dans un autre mouvement, il m'avait dit, surtout, on te propose ça, ne le refuse pas, tu vas voir, tu vas faire des rencontres, des connaissances. Je ne- C'est sûr que j'ai connu un certain nombre de personnes ou de personnalités dans le monde du deuil, de l'accompagnement, de tout ça que je n'aurais pas connu autrement. Hein. Bon, et c'est un mouvement qui m'a beaucoup aidé. Et quand j'ai quitté d'ailleurs la présidence, les responsables des diocèses de France m'avaient demandé d'être présidente d'honneur. Et j'avais dit, ben d'accord, mais je mets mon honneur au service du mouvement. Et je me suis servi de ce que j'avais fait dans mon bouquin pour donner des conférences dans toute la France. Sur le veuvage, toujours. Sur le veuvage, oui. Autre sujet, du coup, pour avancer dans le temps, t'en as parlé tout à l'heure, mais du coup, en 2014, tu te retrouves à faire face à une nouvelle épreuve de la vie, Oui. la maladie, Mhm. et un cancer, du coup. Le Bah, premier, c'est c'est-à-dire au niveau que, du rein. oui, le... mon fils venait de changer d'orientation et de devenir vigneron, Xavier, donc Ouais. ton oncle, et je suis allé voir les premières vendanges. Et à ce moment-là, j'avais des responsabilités au sein des Amis de RCF, la radio chrétienne francophone de Bourgogne, enfin de Dijon, et on préparait un loto. Et la nuit, enfin oui, la nuit, parce que j'ai travaillé jusqu'à 2 heures du matin, donc chez Xavier, sur mon ordinateur, sur une table ronde, ça paraît peut-être idiot, mais le lendemain matin, j'avais un point de côté. Et je me suis dit, ben, c'est parce que j'étais mal assise. Bon, donc j'ai eu ce point de côté, je repasse par Dijon, puisque c'était vers Chalon-sur-Saône, je repasse vers Dijon, le directeur de la radio me dit, bah, assieds-toi, mais ça faisait rien du tout. Bon, et c'était le week-end de l'Assemblée générale du mouvement Espérance et Vie. Or, en tant que présidente d'honneur, j'étais invitée à toutes les assemblées générales. Donc je dis, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, parce que vraiment, j'avais vraiment un point de côté, mais qui ne passait pas. Je me dis, ben, tant pis, j'y vais, on verra bien. Bon, et là, le lendemain matin, j'ai été réveillée parce que j'arrivais pas à reprendre mon souffle. Et papa avait fait un infarctus quelques mois avant, donc j'avais des tranquillisants dans mon sac. J'en ai pris, ça s'est calmé, mais tout le week-end, je parlais comme ça, puis tout d'un coup, ah, ça me faisait mal quand j'expirais. Bon, et quand je suis rentré le lundi, je suis allé voir un médecin que je ne connaissais quasiment pas, parce que le mien venait de s'arrêter. Et alors là, il a été d'une efficacité extraordinaire, parce que je n'avais presque plus mal au côté, mais je lui ai quand même dit. Donc, à la palpation, elle me dit, bah, je sens pas. Bon, donc elle a appelé l'hôpital de Châtillon, la ville où j'habite, donc, et je suis allé passer une échographie à midi. Et là, on m'a trouvé une tumeur au rein, grosse à peu près comme une orange. Ouais, purée. Donc, je verrai toujours la doctoresse qui m'a fait l'échographie.
Elle passait d'un rein à l'autre, en me disant même, à un moment d'un air un peu comme ça, mais vous avez dû pisser du sang? Ben, je lui dis, ben non. Donc ça la surprenait vraiment. Et je la verrai encore me poser tout le bazar de l'échographie sur le ventre en me disant, maintenant il reste le moment le plus difficile pour un médecin. De Et l'annoncer. je lui dis, il y a une cochonnerie. Oui. Et là, je me vois encore, j'avais un soupul blanc, un gilet rouge, et je me vois encore comme si je prenais un mur sur le dos. Un mur qui s'effondre, qui me tombe dessus. Elle me dit, oui, il y a une grosse tumeur au rein. Mais elle me dit, vous savez, on vit très bien avec un seul rein. La preuve, c'est que j'en ai plus qu'un et que je suis toujours là. Donc j'appelle le médecin en disant, voilà, j'ai une grosse tumeur au rein. J'aurai les résultats, le compte-rendu écrit, à 4 heures l'après-midi. Les résultats de la prise de sang, de l'analyse d'urine aussi. Elle me dit, dès que vous les avez, vous venez. Je lui dis, mais à quelle heure? Dès que vous les avez. Donc j'y vais, mais quand je passe à l'hôpital chercher les résultats de l'échographie, elle avait déjà téléphoné à l'hôpital pour avoir un scanner, parce qu'on a un scanner à l'hôpital. Donc j'ai passé un scanner le lendemain, et elle m'avait dit, je ne travaille pas, je vais en forêt, mais voilà mon numéro de téléphone personnel, vous me téléphonez les résultats. Donc quand je lui ai téléphoné, elle m'a dit, il y a quelque chose qui ne me plaît pas. Je lui ai lu tout le compte-rendu, il y a quelque chose qui ne me plaît pas, parce qu'à ce moment-là, ils avaient vu qu'il y avait aussi déjà des micronodules dans les poumons. Donc elle me dit, demain matin, je vais voir les cancérologues qui viennent à l'hôpital de Châtillon. Et moi, je ne savais pas que toutes les semaines, il y avait des cancérologues qui venaient pour étudier les cas à Châtillon ou soigner certains malades. Et l'après-midi, elle m'a appelé en me disant, vous avez rendez-vous lundi avec l'urologue qui va vous opérer. Donc en une semaine, elle avait ciblé Elle le avait truc. tout. Elle a Bon, je été n'ai été efficace. opéré qu'un mois après. Donc là, on m'a enlevé le rein. On m'a enlevé la surrénale à côté parce qu'elle était touchée aussi. Et l'opération a déclenché un développement des micronodules au poumon. Alors ils m'ont dit que c'était en lâcher de ballon. C'est joli, hein, lâcher de ballon, mais quand c'est des nodules dans les poumons, c'est moins rigolo. C'est quoi la différence entre nodule, tumeur, métastase? C'est quoi le. Les nodules, c'est un peu comme des métastases. Les métastases, c'est des choses. Un cancer, si je généralise, ça veut dire que tu as des métastases partout, quoi. Hmm. Donc le départ, c'était le rein. Et puis il y avait donc ces nodules au poumon. Les nodules, c'est plus petit. Mais j'en ai eu à un moment jusqu'à entre 15 et 20 dans les deux poumons, dont certains qui faisaient 1,5 cm, 2 cm. Le cancérologue me les montrait. Ok. Donc là, j'ai eu une chimio orale. Donc je n'avais pas besoin d'aller à Dijon toutes les semaines, ou même, oui, pour les injections. Mais j'avais à peu près les mêmes effets secondaires, sauf, j'ai pas perdu mes cheveux. Mais là, il y avait eu un épisode rigolo avec mes petits-enfants, parce que j'ai commencé ma chimio le 23 décembre, et le 24, alors, je devais prendre ma gélule le soir. Alors, pour info, quand on parle des traitements, c'était un traitement très cher. La boîte c'était pour 3 semaines, donc 3 fois 7, 21. Hein, 21 gélules, c'était 5400 €, Ah oui, il y a 10 ans. ok. Il m'avait prévenu, hein. Il m'avait dit, c'est plus de 5000 €. Quand la pharmacienne m'a dit ça, bon. Il fallait que je la prenne le soir, mais à ce moment-là, il y avait les deux enfants d'Anis qui avaient 3-4 ans, il y avait ta petite sœur qui avait le même âge, et puis ton autre sœur, donc qui a 2 ans d'écart avec toi, qui était là. Et Anis, donc ma fille, me dit, tu prends ta gélule au moment du repas du soir. Je dis, je la prendrai en allant me coucher. Parce que comme je leur avais dit que ça allait me faire blanchir les cheveux, eux, ils étaient persuadés que c'était instantané, Instantané. comme dans La Reine des Neiges. Donc, j'ai pris ma première gélule, et je me rappelle toujours, c'est Cerise qui dit, il n'y a rien. Je dis, il n'y a rien. Non, tes cheveux, ils sont pas blancs. Et pendant tout le repas, elle m'a regardé d'un air de dire, mais enfin, bon sang, c'est pas possible. Mais ça a blanchi très vite, et tout le système pileux a blanchi, parce qu'un mois après, Xavier, donc mon fils, est revenu me voir, il m'a dit, je sais pas ce que tu as dans le regard, mais tu n'as plus le même regard qu'avant. Je lui ai dit oui, parce que mes cils, mes sourcils, tout était blanc, et mes cheveux sont devenus vraiment très, très blancs. Ouais. Alors que je n'en avais pas, Ouais, de c'est cheveux vrai. blancs. Mais tu les as pas perdus. Mais je les ai pas perdus. Et je devais jaunir aussi. Alors, comme toi, tu es d'origine asiatique, hein, ta sœur avait dit, comme ça, au moins, on aura une grand-mère asiatique. Et puis alors, 2 ans après,
bon, il y a eu ce traitement-là. 2 ans après, on m'a trouvé une métastase au foie. Donc là, cette fois, radiothérapie. 2 ans après, une métastase au psoas. Donc le psoas, c'est le muscle qui permet de tenir debout. Mm. Et j'avais très mal du côté de la hanche. Mais comme j'avais aussi de l'arthrose de hanche, je ne savais pas si ça venait de la hanche, si ça venait de je sais pas quoi. C'est un muscle qui est profond aussi, donc Oui, oui, c'est oui. Et ça il est commence au un peu niveau traître, de quoi. l'aine et ça va Ouais. jusqu'au milieu du dos. Et oui, c'est un muscle qui est profond. Et le cancérologue me dit, mais comment ça se fait que vous boitez comme ça? Oh, je dis, mais j'ai mal, donnez-moi déjà les résultats du scanner. Et il me dit, ben, il n'est pas bon, il y a une tumeur au psoas. Donc là, immunothérapie. C'est quoi la différence avec une chimio? Ben, ce n'est pas les mêmes genres de produits qu'on injecte. D'accord. Mm. Et ça a des effets Si tu veux secondaires. l'immunothérapie, les substances qu'on t'injecte, c'est pour que tu fabriques toi-même une immunité. Oui, voilà. D'accord. Hein. Mais le produit qu'on injectait à l'époque, c'était un produit, il y avait à peine l'autorisation. Hein. J'étais obligé de signer un papier pour autoriser. Ouais, c'était les tout débuts De 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 quelques ce progrès produit-là. aussi. Oui. Et puis, on m'en a fait. Je ne savais pas pour combien. Alors, on m'a installé une chambre, puisque je n'en avais pas, une chambre implantable. Euh, le cancérologue m'avait proposé d'en installer une plus tôt, et j'avais dit s'il n'y en a pas besoin, je n'en veux pas, parce que comme ça, on ne voit pas que j'ai un cancer. Maintenant, voilà, j'ai toujours ma chambre implantable ici, et on la voit. Hmm. Hein. Mais c'est là-dedans qu'on pique pour les injections, pour ne pas piquer dans les veines, parce qu'au bout d'un moment, ça ne suivrait plus. Ouais. Et donc là, j'ai eu de l'immunothérapie, et j'en ai eu 6 séances. Je ne savais pas combien j'en aurais en tout. Et quand je suis arrivé à la 7e, on m'a dit, on ne peut pas vous la faire parce que vous êtes en train de faire au niveau du foie, ça ne va plus du tout. Je pense que si les gendarmes m'avaient arrêté et fait souffler dans le ballon, j'étais bonne pour me retrouver en prison parce que j'avais 500 fois le nombre de gamma-GT qu'il fallait avoir normalement. Ah oui, J'ai fait une hépatite médicamenteuse. d'accord. Et comment tu réagis quand on t'annonce tout ça, que il y a ça qui va pas, puis après ensuite bah, il y a aussi ça qui va pas, et puis Ben, il y a ce c'est-à-dire truc-là que aussi qu'il faut quand, surveiller. quand on m'a annoncé la métastase au foie, j'ai dit, cette fois-ci, je suis fichu. Ouais. Bon. Et il y a eu une année où je me suis dit, non, tu mourras pas cette année. Je ne sais pas pourquoi, c'est pas cette année que tu mourras. Et puis en fait, ben voilà. Et après la tumeur au psoas, 1 an après, il y a un nodule au poumon qui s'est à nouveau réveillé, pas très loin du cœur. Et là, le cancérologue me dit, je ne suis pas bistouri, mais celui-là, je voudrais bien qu'on l'enlève. Et je lui dis, mais ça se passe comment? Il me dit, ben, faut ouvrir le capot. Ouvrir le capot, c'est pas compliqué, hein, hop. Mm. Et je lui ai dit, non, moi j'avais déjà très mal à la hanche, ouvrir le capot encore. Il me dit, sinon c'est de la radiothérapie. Et je sais que ta maman ou tes oncles et tantes me poussaient pour me faire opérer. En plus, c'était pas très loin du cœur. Je m'étais dit, oui, mais s'ils oublient d'en enlever un morceau. Enfin bref, moi j'étais pas chaud du tout pour l'opération. Donc j'ai fait de la radiothérapie et ça a marché. Et depuis 2019, je suis, oui, fin 2019, j'étais en rémission. Donc là, ça fait 5 ans. J'ai Ouais. dit à mon cancérologue que je devais être pour lui un cas d'école. Il m'a dit oui. Et il m'a avoué, mais ça, il ne m'a jamais fait aucune allusion à la mort ou n'importe quoi. Mais quand j'allais mieux, il m'a dit, je peux vous dire une chose aujourd'hui, c'est que quand je vous ai vu la première fois, je ne donnais vraiment pas cher de votre peau. Et là, je l'ai revu, on est aujourd'hui le 26 décembre, je l'ai revu le 23. Ça faisait 10 ans, jour pour jour, que je l'avais vu pour la première fois. Je lui ai emporté une bouteille de champagne. Ouais. Bah, c'est quand même une étape de ta vie qui t'handicape malgré tout, parce que ta vie, même si tu veux faire plein de trucs, bah, t'es quand même contraint aussi, Ben, contrainte physiquement, là, enfin, des choses que tu contrôles pas. Je veux dire, quand t'es essoufflé, quand ça va pas, quand tu t'as mal, bah, c'est pas que du mental, quoi, parce que non, et c'est t'as beau vrai avoir toute que la force du monde. là, je connais quelqu'un qui a un cancer qui m'a dit, je suis fatigué. Je dis, ben, de toute façon, tu parles à une convaincue. Quand quelquefois on dit, oh là là, je suis fatigué, je suis fatigué. Quand tu es fatigué par une chimio, ça n'a rien à voir. Tu peux à peine décoller de ton fauteuil tellement que tu ne tiens pas debout. Voilà. Puis encore, moi, j'avais pas de vomissements, j'avais pas de choses comme ça. Mais j'avais des ampoules sous les pieds, j'avais plus d'empreintes digitales sur les mains, j'avais perdu le goût. Donc tout ça, tu manges parce qu'il faut manger, mais t'as pas goût à manger.
Marcher, j'avais très très mal au dos. Voilà, donc Donc, depuis 2019, t'es... en 2019, quand ça a été mieux, j'ai été me faire opérer de la hanche. Ouais. Oui, là, depuis, t'as enchaîné, on va dire, les petits soucis osseux articulaires. Donc, c'est Depuis, oui, différent, mais l'an bon, dernier, oui, au moment de la crèche paroissiale, je suis tombé dans l'église, je me suis explosé l'épaule droite. bien comme il faut. Oui, parce qu'il y avait 3 fractures. En fait, mon numérus est rentré dans sa tête, n'est-ce pas? Voilà. Donc j'avais 3 fractures, un déboîtement, des petits bouts d'os partout. Ce qui était très bien avant, juste avant de passer Noël. Oui, c'était le 19 décembre. Donc ça, bon, oui, c'est des petits problèmes articulaires et L'épaule, je osseux. sais que je resterai handicapé à vie quand même, hein. Ouais, c'est ça. Mm. Autre sujet que je voulais aborder, tu as beaucoup parlé de tes enfants dans ce podcast. Donc, tu as parlé de Xavier, ton deuxième enfant qui s'est reconverti en tant que de magistrat à Avignon. Vigneron, Mm. du côté de Bouzeron, si jamais certains souhaitent acheter du vin, du bon vin à Bouzeron. C'est le seul aligoté de Bourgogne qui a une appellation. Et bon, ma maman, on va pas trop rentrer dans les détails parce que peut-être qu'il y aura un épisode aussi avec elle. Mais bon, elle a changé, Elle s'est elle s'est reconvertie reconvertie aussi. professionnellement. Mais il y a surtout eu un épisode assez marquant, c'est que donc mes parents ont divorcé en 2016 Mm. et ma maman a changé de sexualité, qui est Mm. quelque chose de peu commun, on va dire, dans les couples traditionnels en tout cas, enfin quelque chose qui se voit pas beaucoup. Chose qui, moi, vraiment m'a jamais choqué, dérangé ou quoi que ce soit. Mais toi, tu as eu un petit peu de mal à l'accepter, aussi dû au prisme catholique dans lequel tu as grandi et que tu as Ben, toujours, on va dire. ça, oui et non, mais enfin, si tu veux, moi, ce qui m'a aidé, c'est que j'ai un petit-neveu, parce qu'en fait, il y a un décalage de génération. Moi, je suis une aînée et mon mari était 11e de 12. Donc, l'aîné de mes nièces, du côté de mon mari, avait 3 ans de moins que moi. Ok. Donc, son fils aîné a 1 an de plus que ma dernière fille. Et il était, lui, homosexuel. Bon, on avait senti qu'il y avait quelque chose comme ça depuis le début. Et il a perdu sa maman, il a été élevé par ses grands-parents. Et sa grand-mère avait été très, très choquée, donc ne voulait plus le voir. Et je me souviens qu'elle a été malade, sa grand-mère. Donc c'était ma belle-sœur, sa grand-mère. Et un jour, je lui ai téléphoné parce que je savais que ça n'allait plus. Et je lui dis la question bête, je lui dis comment tu vas? Elle me dit oui, bah, tu vas bien. Et je lui dis bah oui, mais puis il y a ça, elle me dit oui, mais c'est plus fort que moi, je peux pas. Et je lui dis mais tu crois pas quand même qu'il faudrait faire quelque chose parce que elle idolâtrait ce petit-fils. Et elle m'a dit je ferai quelque chose, mais il faut me laisser du temps. Et je me souviens lui avoir dit n'attends pas trop. Bon, elle a pu revoir son petit-fils. Donc du coup, par rapport à ce problème de l'homosexualité, si tu veux, j'avais déjà fait une démarche Oui. extérieure à mon cercle familial restreint. Mais puis on en avait discuté aussi à Espérance et Vie, puisque il y en a d'autres qui étaient confrontés à des cas d'enfants ou de petits-enfants qui devenaient ou étaient homosexuels. Donc voilà, mais quand ta maman m'a annoncé ça, que au début elle me dit ben on se sépare avec donc ton papa. Bon, moi déjà j'avais bien senti par moments, si tu veux, qu'il y avait eu des petits flottements, mais à ce moment-là, rien du tout. Puis moi j'étais en plein cancer à ce moment-là, Ouais, hein. c'est ça. Ok. Bon, donc je me rappelle, j'étais dans mon fauteuil là, elle m'annonce ça. Bon, et je me dis, pourvu que bah, ça n'ait pas bousillé un couple, ou je sais pas quoi, moi j'ai pensé ça comme ça. Et puis je lui ai demandé, je lui ai dit, t'as quelqu'un? Elle devait pas savoir comment me le dire non plus, parce qu'elle m'a dit, je ne sais pas. Oui, parce que je pense que elle, de son côté aussi, ça devait pas être Ah simple bah, de annoncer devoir ton annoncer coming ça. out à tes Mais parents, en fait, à cet âge-là aussi, c'est ça que. bah C'est oui, pour ça que je vais en parler, c'est parce que. Bon, évidemment, chacun mais parce que est libre de penser ce qu'il veut, hein, mais ça fait combien de euh, temps là, ça fait... ça fait 8 ans, là. 8 ans. Oui, Bon, moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui nous ont éduqués dans une ouverture d'esprit. Enfin, je suis très content d'avoir ça. Mais je sais que pour certaines personnes qui peuvent écouter ça, bah, ça peut résonner pour peu importe l'âge, en fait. Mais mmh, de savoir comment en parler, peut-être comment faire la démarche je sais pas, peut-être s'ils ont des frères et sœurs, etc. aussi, peut-être essayer de préparer le terrain ou. Enfin, tu vois, je pense qu'il n'y a pas
de bons moments pour l'annoncer ou Bah de oui. bonnes façons de l'annoncer si ta famille est un peu est pas forcément grandi dans cette ouverture d'esprit-là. Mais du coup, après, comment ça s'est fait pour elle, Bah, là, l'annonce elle m'a dit ça. Je lui ai dit, mais t'as quelqu'un d'autre? Et elle m'a dit, je ne sais pas. Bon, parce qu'elle ne pouvait pas me le dire à ce moment-là, quoi. Et 10 jours après, je me souviens, j'avais pas de nouvelles, donc je l'ai rappelé. Et je lui ai dit, mais voilà, l'autre jour, tu m'as dit ça, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Et là, la première chose qu'elle m'a dit, c'est, est-ce que tu es assise? Je lui ai dit, oui, je suis dans mon fauteuil. Et elle m'a dit, oui, j'ai quelqu'un, c'est une femme. Et là, je me souviens lui avoir dit, parce qu'on avait eu tu vois bien, l'adolescence d'une mère avec sa fille, bon, c'était pas toujours. Bon, et je me souviens lui avoir dit, tu me les feras toutes. Bon, puis là, je me suis effondré dans mon fauteuil, évidemment. Bon, après, elle est revenue me voir un jour toute seule. Bon, j'ai beaucoup lu à ce moment-là sur l'homosexualité, et évidemment, les bouquins qu'on m'a donnés, c'était La faute de la mère. Ouais. Bon, alors déjà, tu t'en prends encore plein la figure quand on te dit ça. Mais c'est là où il y a vraiment quelque chose de générationnel parce que, enfin, moi je trouve ça fou parce que tu vois, tu parlais de la grand-mère qui idolâtrait Hein, hein, c'était son fils son du coup, son petit-fils. petit-fils. Bah, tu l'idolâtres en tant que ce qu'il est pour son caractère, sa Oui, personnalité, etc. Et juste tu modifies ce paramètre dans le cerveau bah oui, et d'un coup bah oui, c'est la peste, tu bah vois. oui. Mais c'est là où c'est Mais là, ça a évolué quand même, parce que maintenant, on ah bah n'en est plus maintenant là. oui, mais c'est pour ça qu'il y a vraiment un décalage générationnel sur l'homosexualité qui est fou et que enfin et en fait on peut même pas en vouloir parce que c'était ancré comme ça en fait dans la société, dans les mœurs, c'est parce qu'il y avait beaucoup plus de religion aussi avant quoi. Et moi, ce qui me gênait presque le plus, c'est de l'annoncer dans la famille. Ah, de toi l'annoncer Bah, de ouais, l'annoncer à ma famille et ma belle famille, parce oui. que je me dis, mais Et de subir du coup comment un peu je vais le leur dire ça? jugement Parce que ta maman et ton papa, ils avaient quand même 3 enfants. ouais, ouais. Bon, donc c'était ça presque qui me gênait le plus. Comment je vais faire? Puis j'en ai parlé à une sœur de mon mari, après, bon. Et ce qui m'avait frappé, c'est quand je l'avais annoncé à papa. Parce que maman avait la maladie d'Alzheimer, donc... mais quand je l'avais annoncé à papa, ben pourtant, il était très âgé déjà, mais il n'a pas eu de réaction violente ou tout ça. Il me dit, bah, qu'est-ce que tu veux? Oui, c'est comme ça. Bon. Et puis, moi, de toute façon, je me suis toujours dit que quoi qu'il arrive, je ne mettrai jamais un de mes enfants dehors. Donc, j'en ai rediscuté. Et puis maintenant, ben, je peux dire, ben voilà, ma fille est mariée avec une femme, puisqu'elles se sont mariées depuis. Ouais. Et moi enfin ce qui m'a frappé, tu vois, avec toi, c'est bah, un peu l'évolution entre cette période-là où même toi tu nous en avais parlé en disant que bah, c'était pas facile pour toi autant d'encaisser entre guillemets un peu la nouvelle et je pense Puis que du coup d'être il y avait toute tout seule ça, pour porter ça il aussi, y c'est avait pas ce facile, hein. truc-là parce que bah voilà tu peux moins en parler ou Bah, au début, effectivement j'en parlais pas, tu te hein. renseignes sur des choses qui sont peut-être un Hein. peu orientées aussi jusqu'à te voir bah voilà quand elles se sont mariées bah les larmes aux yeux à la mairie Oui, mais si tu et veux, de les larmes aux comprendre yeux à la que mairie, c'était à la fois c'était pas, c'était plus de l'émotion, mais de la bonne émotion que de me dire, ah ben, c'est du n'importe quoi. oui, non, non, mais c'est pour ça, oui, c'était de Parce l'émotion que positive, je veux dire. je me souviens, j'avais dit, pourquoi vous ne vous paxez pas? Ouais. Parce que, bon, je savais que de toute façon, il ne pouvait pas y avoir de mariage religieux, rien du tout. Bon, quelque part, ça me gênait aussi qu'il puisse rien y avoir comme ça. Et c'est donc Cindy, la femme de ta maman, qui m'avait dit, mais de toute façon, moi, je veux qu'on se marie parce que je crois à la fidélité, même si on est deux femmes, il n'y a pas de raison qu'on reste pas fidèles l'une à l'autre. Je crois au soutien de enfin, de l'une par l'autre et inversement. Donc en fait, c'était les piliers du mariage, hein. Mm. Ouais, mais du coup, oui, c'était plus de la bonne émotion dont je parlais, mais enfin, effectivement, ça montre aussi que bah, tu peux évoluer sur le sujet Oui, puis assez moi, facilement et juste comprendre que tant que la personne est heureuse aussi, bah, c'est le plus important, quoi. c'est pour ça que même maintenant, là, ça me choque quand il y a des réflexions. Je me rappelle récemment, il y a un prêtre qui avait dit oui, maintenant on crie bravo quand un homme épouse un homme, quand une femme épouse une femme, on crie bravo quand des gens divorcent, on crie bravo quand les.
J'avais pris ça en pleine figure, hein. Et à la sortie de la messe, je lui dis, mais vous vous rendez compte, ce que vous avez dit, ça, moi, ça m'a fait mal au cœur. Et il me dit, à cause de votre fille? Euh, Allez, vlan, boum. Et puis il avait redit ça encore une fois, et un jour je lui ai dit, écoutez, de toute façon, c'est leur vie. Moi, en tant que parent, ce qui m'importe, c'est de voir que mes enfants sont heureux. Voilà. Bon, je pense que Violaine, enfin je pense, non, je suis sûr que Violaine est heureuse maintenant, que ton papa est heureux de son côté aussi, parce que j'avais beaucoup d'estime et d'affection pour lui. Bon, vous, moi j'ai beaucoup pensé à vous. Quand c'est arrivé, j'ai beaucoup pensé à vous, parce que je me suis dit, oh là là, mon Dieu, mais comment ils prennent ça, eux voilà. Hmm. Oui, alors que nous, bah, c'était dans une période aussi, bah, un peu charnière parce que, bah, voilà, moi, c'était l'année de ma terminale, tu vois, donc c'était, Bah oui, en fallait que je fasse le plus. permis, il fallait que je gère en même temps les deux sœurs qui devaient naviguer entre le papa et la maman, enfin, je gérais plein de trucs, donc c'était un peu brouillon, mais enfin, nous, on a eu plein de questionnements et de sujets un peu de discorde, mais qui n'étaient pas du tout celui-là, parce que, enfin, nous, comme je te dis, on a grandi dans ça, enfin, on a été habitué aussi, tu vois, à Mhm. avoir bah, des gens, des couples homosexuels autour de nous, etc. Mais du coup, en fait, c'est pour ça que je voulais en parler, parce que je pense que même s'il y a des familles qui sont, et des parents des fois qui sont un peu fermés sur le sujet, bah, ça n'empêche pas de pouvoir évoluer et que il faut trouver le moyen d'en parler, de se confronter à ça. Alors après, je sais que c'est pas facile, mais parce que, comme tu disais, il y a vraiment des fois des relations et des liens familiaux qui se brisent Ah bah, juste par ce paramètre-là, quoi. après, ça a changé, mais moi, il y a une de mes belles-sœurs qui m'a dit, mais de toute façon, si Violaine vient avec une femme, moi, je ne lui dirai pas bonjour. Ouais, c'est fou, hein, c'est fou. Alors qu'en fait, bon, bah voilà, hein. Mais ouais, ça évolue quand même Et puis dans les même si générations. tu... Bon, moi, la religion, ça a quand même de l'importance aussi pour moi. On a un pape à l'heure actuelle, on en dira ce qu'on voudra, mais il a aussi une ouverture d'esprit sur tout le monde, finalement. Il ne met pas les gens dans des catégories, il y a les bons, il y a les mauvais. Oui, puis t'es obligé, enfin, Hein? la société évolue, t'es obligé Bah oui, oui, de prendre un peu tout en compte bah et oui. que, bah, certes, en fait, la religion, il y a des textes enfin, bibliques, etc., en l'occurrence, mais bah, tout évolue et ça Alors, n'empêche ça n'a pas pas. toujours été beau, hein, dans la Oui, oui, Bible, non, mais hein. bien sûr, mais je veux dire Entre... qu'il y a des gens qui peuvent être croyants et déroger à quelques principes, mais avoir quand même la foi et du Oui, coup, il faut puis prendre en compte ces gens-là aussi, quoi. bon, le tout, je te dis, c'est de garder le lien avec tes enfants et puis voilà, d'avoir confiance en eux. Non, moi, ça ne me viendrait pas à l'esprit de les mettre dehors. Alors ça, franchement, non, hein. Eh bien, écoute, Mamie, on va terminer un peu ce podcast bah, par là, ta vie actuelle. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Ben, Là, pour le moment, je me promène avec une canne tu te remets d'une opération. et j'ai bien du mal à cause de l'épaule opposée, mais bon, voilà. Mais sinon, comment ça va dans ta vie actuellement là? On enregistre ça juste après Noël. Ben, Comment aujourd'hui, on ça va en était ce moment? tous réunis, tous les enfants, tous les petits-enfants, et même les, Les plus sains de... les futurs peut-être, les, les futurs peut-être des aînés des petits-enfants, je sais pas, on Ouais, verra c'est vrai. bien. Mais bon, autrement, j'ai toujours continué certaines activités, même en étant malade. Et est-ce que, avec du recul, tu arrives à analyser un peu tout ce que tes expériences de vie t'ont amené maintenant? Est-ce que tu sens que ça a un impact sur toi dans ta façon de réfléchir, dans ta façon de penser, dans ta façon peut-être d'anticiper les choses ou ne pas Bah, les anticiper tu d'ailleurs? sais, cette année, j'ai passé 80 jours en rééducation à l'hôpital de Châtillon, hein. Ouais. Et je me souviens que comme je suis tombé l'an dernier pour l'épaule dans l'église, le prêtre, enfin, le curé de la paroisse a été quand même assez impressionné, est venu me voir régulièrement à l'hôpital. Et c'est vrai que quand je vois tout ce qui m'est arrivé, que ce soit des douleurs physiques, morales, tout ce qu'il faut, un jour je lui ai dit, je me demande si ma mission, c'est pas de témoigner dans la souffrance. Mais ça, c'est dur, hein, Ouais. Et parce que j'aimerais bien un peu de bonheur personnel. Ouais, j'imagine. Tu vois, je rêve de partir en vacances comme ça. L'esprit tranquille. Ouais, Voilà, maintenant que t'as une nouvelle hanche, tu vas pouvoir y aller toute neuve. ouais. Mais je te dis, la solitude me pèse quand même encore beaucoup. Ouais. Et ça, du coup, quelles pourraient être les solutions, tu vois, maintenant, pour, euh, pour contrer un peu ça? Parce que, bah, ta génération, c'est que ça reste encore la génération
qui a dû intégrer un peu les nouvelles technologies dans son quotidien, etc. Ah ben ça, c'est sûr que je suis très réseaux sociaux, moi. Ouais, non, mais toi, tu l'es Moi, je suis beaucoup. très Facebook. Ouais, voilà. Là où certaines personnes Mais le sont pas du tout, tu vois, toi, tu peux quand même avoir un oui, peu un lien avec ça, discuter avec des oui, gens. mais Il y en a qui savent même pas allumer un ordi, quoi. Et là, ah oui, c'est puis je encore me plus suis formée compliqué. quasiment toute seule, hein. Ouais. Mais si tu veux, la maladie, ça coupe aussi, hein. Et bon, j'ai passé presque 2 mois en rééducation à cause de mon épaule. Il y a une seule journée sur ces 2 mois où je n'ai eu aucune visite. Je suis rentré à la maison, je n'en ai plus eu une seule. Et ça, c'est dur à avaler, hein. Ouais. À partir du moment où tu rentres chez toi, pour les gens, t'es guéri, donc tu reprends ta vie normale. Ben, pas forcément, hein. Ouais, c'est vrai. Et t'as déjà pensé, je sais pas, à te faire accompagner, enfin, tu vois, avoir un suivi un peu psychologique. Ah ben, j'ai déjà vu ici des psychiatres. Ben, quand je me suis retrouvée toute seule après le départ, enfin après l'annulation du mariage, si j'ai vu des psychiatres et tout ça, des psychologues et tout. Là, cet été, je suis retournée voir aussi un psychologue. Parce qu'en plus, il y a eu la vente de la maison des parents, donc Mm. c'est aussi une page qui tourne, ça ne devait pas se faire comme ça, donc non, si j'ai besoin, je sais que je peux aller voir le psychologue et ça, j'y vais sans complexe Ouais. maintenant. Mais d'en parler, ça t'aide quand même. Oui, bah si, ça aide quand même d'en parler. Ouais. Bah écoute, merci Mamé, on va s'arrêter là. Merci d'avoir Bah, pris le merci à temps. toi de m'avoir écouté. On va aller se coucher parce qu'il est tard quand on enregistre ça. Mais je suis très content d'avoir eu cette conversation et cette discussion. Et au moins, on en garde une trace. Bah, moi aussi, parce que je suis Oui. la première. Ouais. Et même si t'aimes pas trop être photographié ou être prise en vidéo, au moins, je t'ai pas laissé trop le choix. Mais on sera content de. Bah, On a oui, regardé des archives aujourd'hui, on sera content de pouvoir regarder ça dans plusieurs années. Et si je peux vous conseiller ça chez vous, si vous avez quelque chose que vous voulez faire avec vos grands-parents, etc., ou les personnes à qui vous tenez, ben faites-le avant que vous puissiez le regretter. mais tu vois, il y Je a vous des conseille. choses, je pense qu'on a des... Enfin, bon, moi en tant que catholique, j'appelle ça des grâces pour faire certaines choses, mais autant j'étais professeur, donc normalement, j'aurais pas dû être intimidé à des réunions de parents. Quand il y avait la réunion de parents au début d'année où il fallait qu'on présente nos programmes et tout ça, j'avais un trac phénoménal. À partir du moment où j'ai été présidente d'Espérance et Vie, je n'ai plus jamais eu le trac. Et pourtant, je devais prendre la parole des fois devant... Je me suis vu prendre la parole devant 1200 personnes ou des gens comme ça. Ça a été terminé. Des expériences de vie qui te forgent aussi. Bah oui. Je pense qu'on a Mais bien enfin, je répondu. pense quand même que j'ai de l'aide là-haut et puis un intercesseur, hein. Ouais. Mm. Je pense qu'on a bien répondu à la question c'est quoi sa vie. Je pense qu'on a des bons éléments de réponse. Merci Mamé et puis à très bientôt pour un Eh ben, prochain merci, mon épisode. grand. Oui. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pouvez aussi venir raconter votre histoire en remplissant le formulaire dans la barre d'infos. Pensez à suivre C'est quoi sa vie sur les réseaux sociaux pour être au courant des prochaines sorties et parlez-en autour de vous si le cœur vous en dit.